10 heures au petit marché des Deux Plateaux dans la commune de Cocody ce 11 janvier. Un petit commerce attire notre attention. C'est la vente du placali prêt à être consommé. Cette denrée alimentaire à base de manioc bien prisée par les Ivoiriens se vend désormais en sachet à partir de 100 francs sans la sauce. Quand c'est déjà fait là, tu peux fabriquer une sauce à la maison et puis prendre le placali rapidement et puis manger avec, c'est facile. Ce que les femmes vendent à la sauce, vraiment bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Des fois quand tu viens, les mouches sont trop. Or ce placali c'est bien protégé. Les dames vendent les placali en détail ouvert façon, c'est pas intéressant. Il y a trop de poussière, trop de microbes. Mais le placali en sachet, je le conseille vivement à tout le monde, c'est encore mieux. Cette nouvelle pratique est plus adéquate à l'hygiène selon les vendeuses. C'est bien protégé par rapport à la poussière, c'est protégé par rapport aussi aux mouches. Donc le placali est très bien conservé. Un avis que ne partagent pas certains consommateurs qui n'ont pas confiance aux conditions de préparation de cet aliment. On ne sait pas comment la personne fait ça, donc moi je préfère payer puis aller faire moi-même. Je préfère ce qui est en même temps préparé parce que on sait que c'est nouveau, ils ont fait en même temps matin et puis vous mangez. Mais dans le sachet là, ça peut faire 1 semaine, 3 semaines, la personne ne va jamais jeter, il va continuer de vendre. Malgré tout, les tenancières des restaurants sautent sur l'occasion. Selon elles, cette façon de vendre, le placali satisfait leurs clients. Pourquoi on attache? Parce que là, ça fait encore plus classe et puis c'est joli à voir. Ça attire plus les clients par rapport à avant. Compte tenu de la poussière, on est au bord de la route, les voitures et autres là. Donc quand j'attache ça comme ça et puis je ferme, là c'est encore plus propre. Ça évite beaucoup de maladies. Selon l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, mettre un repas dans du plastique n'est pas conseillé. Dans le secteur de la vente de placali, nous avons constaté qu'il y a des emballages plastiques qui sont des emballages toxiques, qui peuvent entraîner de fortes couches chez les femmes, qui peuvent entraîner des problèmes de reins, qui peuvent entraîner des problèmes de foie, qui constituent véritablement un danger pour les consommateurs. Certains consommateurs ont donc raison d'avoir des appréhensions sur l'emballage du placali dans du plastique, source de maladies. Comment affiner le diagnostic des maladies du rein? C'est à cette problématique que médecins pathologistes, néphropédiatres, techniciens et cliniciens de Côte d'Ivoire de la sous-région ouest africaine et centrale essaient d'apporter des réponses. Une initiative de la Société ivoirienne de pathologie. Il y a beaucoup de pratiques, des médicaments traditionnels, des thés que les gens boivent qui provoquent des insuffisances rénales. Et pour pouvoir faire le diagnostic exact de la cause de l'insuffisance rénale, on va faire des prélèvements du rein. C'est prélèvements qu'on appelle des biopsies. Cette biopsie-là doit être analysée avec un certain nombre de techniques pour qu'on puisse vous dire, voilà, c'est ce médicament qui est à la cause de votre maladie ou bien c'est ce microbe qui a provoqué la maladie. Donc cette technique-là, c'est l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, une technique pour déterminer avec précision la pathologie réelle du patient. C'est la Française Chantal Joanneau, 42 ans de pratique dans la biopsie rénale, qui forme ces professionnels des maladies du rein. Immunofluorescence, c'est un prélèvement qu'on fait, un petit prélèvement supplémentaire de rein que l'on fait, que l'on congèle, que l'on coupe dans une machine qui s'appelle le cryostat. Donc on coupe à moins 22 degrés de température, on fait des coupes très fines et après on appose des anticorps sur des antigènes supposés qui sont révélés par la fluorescence et un microscope à ultraviolet que j'ai amené dans mes bagages avec moi. Pendant environ 3 semaines, échange d'expériences entre ces spécialistes pour le bien-être des patients. Chez l'enfant, on ne fait pas beaucoup de biopsies, surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'avait pas l'immunofluorescence pour la biopsie. Et cet atelier va nous former. À partir de là, on pourra dire si une maladie rénale est en rapport avec le palu, est en rapport avec une maladie immunologique. Ce sera une révolution en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies rénales, notamment inflammatoires. L'immunofluorescence va permettre une meilleure prise en charge du malade à travers des traitements ciblés pour une guérison rapide. Des centaines de milliers d'Américains obligés de quitter leur maison, Wall Street qui chavire et un marché du travail en chute libre, la crise est au plus haut quand Barack Obama prend ses fonctions en 2009.
Notre croissance chutait de 8%, ce qui est énorme. C'est ce qu'on peut appeler un cauchemar. Nous perdions des centaines et des centaines de milliers d'emplois chaque mois. Pendant le premier trimestre 2009, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois. Ça donne une idée de l'ampleur de la récession. Barack Obama lance un grand plan de relance. Il autorise le gouvernement à dépenser plus de 800 milliards de dollars. Le chômage commence à baisser à la fin de sa première année au pouvoir et les créations d'emplois se poursuivent pendant plus de 6 ans, un record. La croissance économique américaine dépasse alors celle de tous les autres pays développés. Il est assez difficile de trouver des statistiques macroéconomiques qui contredisent le côté positif de l'économie américaine, en particulier si l'on compare à nos voisins américains. Cela dit, et c'est important surtout pour les conséquences de l'élection, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficie de cette vision macroéconomique. De nombreux Américains ont quitté le marché du travail. Le revenu moyen est inférieur de 4 000 $ par an à ce qu'il était lorsque Bill Clinton a quitté ses fonctions. Le pouvoir d'achat est en baisse et les emplois précaires en hausse. Regardez cet endroit. Où peuvent aller tous ces jeunes après l'école? Ils n'ont pas de travail. Je me suis tuée au travail toute ma vie. Mon mari vient de faire un infarctus et je me suis fait virer. Cette colère, Trump l'a bien comprise. Il promet de retoquer presque toutes les mesures prises par Barack Obama en 8 ans à la Maison-Blanche. Mais il y a une chose qu'on ne peut retirer au président sortant, c'est d'avoir réussi à transformer une récession en un taux d'emploi record. On doit l'invention du Scribble à un architecte américain, Alfred Mosher Butts, né en 1900, passionné de jeux de lettres et particulièrement d'anagrammes, il se retrouve au chômage en 1929 lorsque le crash boursier de Wall Street ébranle l'Amérique. Il profite de son temps libre pour réfléchir à un jeu de société qui mettrait à la portée du grand public le jeu des anagrammes jusque-là réservé au cercle intellectuel. Il envisage rapidement l'utilisation de 100 jetons correspondant chacun à une lettre, le nombre d'exemplaires et la valeur de chaque lettre étant déterminés par sa fréquence dans la langue anglaise. Pour cela, il utilise plusieurs sources dont un dictionnaire et 3 journaux, le Saturday Evening Post, le Herald Tribune et le New York Times. Son premier jeu, Lexico, pose ainsi les fondements du futur Scrabble. Mais il lui a fallu beaucoup d'obstination pour faire connaître et reconnaître son jeu. Il avait pourtant soigneusement calculé la répartition des lettres parmi les 100 jetons sur la base d'une analyse statistique d'un exemplaire du New York Times. Valoriser les lettres rares, peaufiner le plateau du jeu, changer le nom en alphabet ne suffiront plus à décider les éditeurs. En 1935, Alfred Butts retrouve enfin du travail comme architecte. Il abandonne toute idée de commercialiser son invention, mais celle-ci continue à se faire connaître au fil de parties organisées entre amis et au gré d'un bouche à oreille favorable. Un homme d'affaires, Jacques Bruno, apprend l'existence du jeu. Conquis, il contacte Butts afin de lui proposer la commercialisation du jeu moyennant quelques adaptations, notamment l'ajout d'une case étoilée centrale sur laquelle serait posé le premier mot « jouer ».